Magazine Plus, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Nous débutons ce magazine avec cet élément. Le directeur général de l'Agence nationale de l'ingénierie clinique et du numérique de la santé, ANSES en sigle, explique l'importance et l'utilisation de la plateforme d'enregistrement qui permettent d'enregistrer les femmes enceintes en composant gratuitement étoile 151 dièse sur tous les réseaux mobiles. L'Agence nationale d'ingénierie clinique et du numérique de la santé est un établissement public à caractère scientifique et technique doté d'une personnalité juridique placée sous la tutelle du ministère de la Santé publique, qui a pour rôle principal la transformation digitale du système de santé et l'ingénierie clinique, a fait savoir Jean-Thierry Kalombo, directeur général de l'ANSES, au cours d'un entretien accordé dans son bureau à Gombe. Nous nous sommes rendus compte que la population utilise beaucoup les monnaies électroniques. Donc il y a M-Pesa, Airtel Money et tous les 4 réseaux de télécommunications. Et ce que nous avons donc fait, nous avons développé une application qu'on appelle USSD. Donc nous avons mis en place un numéro court, donc à travers étoile 151 dièse yes. Et ce numéro-là est accessible par n'importe quel type de téléphone. Même les petits téléphones qui n'ont pas de connectivité Internet ont accès à ce numéro-là. Et donc ce numéro court est accessible, permet aux femmes enceintes de suivre les instructions et de s'enregistrer, de s'inscrire au programme. Et en renseignant bien sûr leur nom, poste-nom, prénom, adresse et certaines informations, quelques informations qui sont demandées. Et après cet enregistrement-là, chaque personne reçoit un numéro de référence qui est unique par SMS. Et c'est ce numéro-là qui sera maintenant présenté au niveau des établissements de soins de santé pour la prise en charge. Bien sûr que c'est un processus que nous venons à peine de lancer, mais nous pouvons déjà vous dire qu'il y a plus de 19 000 femmes enceintes qui sont déjà inscrites d'elles-mêmes dans la plateforme que nous avons développée. Bien sûr qu'il fallait s'assurer de mettre en place une plateforme qui, indépendamment de la connectivité Internet, de la disponibilité de la connectivité Internet, peut être utilisée par la population. C'est pourquoi nous avons fait le choix de l'application USSD. Mais au-delà de ça, il y a bien sûr toute l'identification biométrique des patients qui sera mise en place dans les prochaines semaines. Et bien sûr que nous sommes en train de tendre vers ce que nous appelons la carte nationale d'assurance maladie, donc la carte de santé, la carte des assurés, qui sera aussi à la fois une carte de paiement pour faciliter l'accès aux soins de santé au niveau des établissements de soins de santé. En ce qui concerne l'évolution du programme d'enregistrement des femmes enceintes depuis son lancement, il renchérit. Et Son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, dit souvent 2 choses. La couverture santé universelle va s'asseoir sur 2 éléments essentiels. Le premier élément, c'est les relais communautaires. Et un travail est en train d'être fait au niveau du ministère de la Santé pour que les relais communautaires deviennent une profession à plein temps. Et donc, le système de santé va commencer à se baser sur les relais communautaires qui physiquement vont atteindre des personnes même qui vivent dans les milieux reculés. Mais deuxièmement, le système de couverture santé universelle va se baser aussi sur la digitalisation. Et cette digitalisation-là, nous en avons la responsabilité. Donc, quand je parle de nous, je parle de l'ANICNS, l'Agence du numérique d'ingénierie clinique et du numérique de la santé. Nous en avons la responsabilité. Et nous essayons de mettre en place des technologies qui sont facilement accessibles, quel que soit le coin. Mais nous devons comprendre que pour toutes ces femmes-là qui vivent dans les milieux reculés, parce qu'il y en a aussi à Kinshasa, ce que nous avons fait, c'est pourquoi nous avons fait le choix d'une application USSD, parce que nous savons que les réseaux de télécommunications couvrent une grande partie de la ville-province de Kinshasa. Mais nous savons aussi que cela n'est pas suffisant. Il y a une sensibilisation et une communication qui est en train d'être mise en place pour que toutes ces personnes-là, même dans les milieux reculés, soient atteintes. Rappelons que c'est depuis les 5 septembre 2023 que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le lancement officiel de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né dans l'hôpital militaire du camp Tchatchi à Kinshasa. Dans un autre chapitre, Valérie Ngoïndala, analyste politique, encadreur de la jeunesse,
est au micro de Magazine Plus pour éclairer la lanterne sur le renouvellement de la classe politique et tirer profit de cette jeunesse. 63 ans après l'indépendance, l'avenir de la République démocratique du Congo est sombre. La jeunesse, qui est l'espoir de demain, doit travailler à son niveau pour le développement de cette nation, a dit Valérie Ngoï, analyste politique qui invite cette dernière à l'éveil de la conscience. 60 ans après les indépendances, il revient encore de se questionner qu'est-ce que nous avons fait de la RDC. Ça, c'est une question. Mais déjà, d'ici 2040, il n'y a que moins de 2 décennies. Notre vision reste optimiste. Mais cela ne doit pas nous dépouiller de notre sens rationnel. Optimiste parce que nous sommes de ce genre-là qui pense à un nouveau Congo, un Congo fort, uni, un Congo puissant. Et c'est d'ailleurs ce qui me pousse ici à évoquer les réseaux ILKIA dans lesquels je suis membre. Ces réseaux rassemblent les cerveaux congolais, d'ici tout comme de la diaspora, qui œuvrent activement pour la transformation positive de la République démocratique du Congo. Alors, cette ONG a pour but, bien sûr, de proposer un contrat social à la hauteur des défis et des enjeux de la RDC. C'est pour dire, nous œuvrons pour un Congo fort, un Congo uni et un Congo prospère. Et donc, ma vision est tout à fait positive, mais s'il faut y mettre des critiques, en termes, bien sûr, de la rationalité, je dirais qu'il faut interroger plutôt la situation actuelle des jeunes. Parce que vous conviendrez avec moi que la jeunesse constitue l'avenir de notre pays. Alors, il faut se demander, il s'agit d'un avenir sombre ou un avenir ensoleillé. Avec ces jeunes qui sont tout le temps dans la rue, avec ces jeunes qui sont tout le temps dans la danse, avec ces jeunes qui sont à tout moment en train de s'insulter sur les réseaux sociaux, c'est vraiment regrettable si nous laissons la jeunesse aller de la manière dont elle est en train de partir. À quelques mois du processus électoral, les temps montent au créneau sur les renouvellements de la classe politique congolaise. Pour lui, il ne s'agit pas question de remplacer le vieux par le jeune, mais plutôt d'insérer de jeunes compétents pour la gestion de ces pays. Le renouvellement de la classe politique, je dois y revenir. J'ai souligné qu'il doit s'atteler sur 4 angles, selon mon entendement. Il ne s'agit pas ici de remplacer le vieux par le jeune. Certainement, ça fait partie des angles dont je proposais parce qu'il y a la question aussi de l'âge. J'ai plaidé pour qu'il y ait des nouveaux cerveaux dans les systèmes politiques de la RDC parce que justement les jeunes, ils ont de l'énergie, ils ont de stratégies, ils ont aussi des compétences nécessaires pour transformer le Congo. Et pour ça, on ne doit pas bien sûr miser sur une jeunesse qui est dans la rue, une jeunesse qui est dans le militantisme, une jeunesse qui est à tout moment en train de s'insulter sur les réseaux, en train de se battre pour des combats futiles. Mais on doit miser sur une jeunesse compétente parce que c'est l'affaire de la nation. L'affaire de la politique, c'est gouverner les âmes et leurs ambitions les plus profondes. Et donc ici, nous devons avoir une jeunesse consciente, une jeunesse responsable, mais aussi une jeunesse bien équipée. Ça, c'est par rapport au premier angle. Donc il faut bien sûr y insérer la jeunesse, mais en tenant compte de la qualité. Ce n'est pas dire on doit ipso facto remplacer les vieux. Et même s'il y a aussi la question, bien sûr, de vieux qui sont déjà au pouvoir, nous devons retenir que ces vieux, ils ont de l'expérience, ils ont des compétences, ils comprennent mieux les enjeux. C'est comme dans ta maison, tu dis à votre papa de partir de la maison et vous allez rester. Vous ne saurez ni où est-ce qu'il a placé le coffre-fort, ni quel est son mot de passe, etc. Donc nous n'avons pas besoin d'expulser les vieux du pouvoir, mais plutôt nous plaidons aussi, là je parle du deuxième aspect, sur leur changement de mentalité. Et donc le changement de mentalité, c'est de se dire, mais franchement nous avons patiné durant 60 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons offrir aux générations futures? Parce qu'un bon gouvernant, c'est celui qui pense aussi aux générations futures.
Nous ne pouvons pas penser aujourd'hui comment nous allons nous enrichir, comment nous allons nous stabiliser politiquement, comment nous allons créer l'empire. Nous devons aussi penser après notre départ. Parce que peu importe le temps que nous prendrons dans un poste politique, peu importe le temps que nous prendrons sur cette terre, un jour nous partirons. Et donc, quand nous partirons, quel nom nous allons laisser à la nation congolaise? Notre nom va refléter quoi? Excusez, notre nom va refléter quoi pour la jeunesse congolaise? Et donc, c'est cette question de renouvellement des mentalités qui doit vraiment aussi être prise en compte dans ces grands renouvellements de la classe politique. Valérie Ngoïndala est aussi président de l'Association pour l'encadrement et la formation de la jeunesse congolaise, une structure qui a pour objectif d'accompagner le jeune à l'autoprise en charge. Entrepreneuriat, chaque personne est appelée à ouvrir d'exploitation pour se rendre autonome dans tout ce qu'elle entreprend, a fait savoir Robert Diouf Koumona, entrepreneur, vendeur. David Odia, Cinti Reportage. Aujourd'hui, la plupart des jeunes qui se lancent en entrepreneuriat en pensant que entreprendre signifie lutter contre le chômage, je pense que c'est une erreur. Entreprendre signifie résoudre des problèmes que nous avons identifiés dans la communauté avec pour objectif de créer une marque, surtout dans un continent africain où nous sommes, de pouvoir contribuer tant soit peu à la croissance économique de la République démocratique du Congo en particulier, parce que c'est notre petit quartier, notre plus gros pays c'est l'Afrique, dans lequel nous sommes en train de pouvoir œuvrer. Donc la plupart des difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui ne sont forcément pas liées au financement. Parce que je connais la plupart des jeunes qui plusieurs fois ont bénéficié du financement, mais qui n'ont pas mis en place des entreprises. Et généralement, vous pouvez en compter combien, même s'il y en a 2, 3, 4 qui en ont reçu sur 1 million de jeunes, qui 3 ans après, ils disent, ils sont fiers aujourd'hui, on est fiers de dire, après 3 ans, il a reçu 1500, il a reçu $2000, il a reçu $20 000 parce qu'on en connaît quelques années, et d'ailleurs plus toutes les années, il y a au moins la Banque africaine de développement qui finance les projets des jeunes entrepreneurs, et il y a au moins le gouvernement qui essaie de faire ce qu'il peut, mais ce n'est pas forcément suffisant, mais le peu qu'on donne à la jeunesse aujourd'hui ne sont pas à même de pouvoir mettre en place les entreprises depuis plusieurs temps. Alors, ce qu'il faut faire aujourd'hui, la grande crise qu'a la jeunesse, c'est en termes d'encadrement. La jeunesse a besoin d'être encadrée. D'être encadrée, ça veut dire qu'on devait avoir des mentorats. On devait avoir un programme de mentorat. On devait avoir un programme de leadership qui peut permettre aujourd'hui de jouer l'incubateur. Ça veut dire encadrer ces jeunes à lui faire voir comment concevoir un business plan, comment concevoir un business model. Comment est-ce que vous devez gérer les risques? La gestion et administration logique d'une entreprise. Je suis conférencier depuis plus de 3 ans. Je travaille avec les entreprises de marketing de réseau. Je suis passé par Forever, ensuite en passant par Success Factory. Je fais le trading pendant 2 ans. Et je peux donc découvrir les erreurs par lesquelles je suis passé et les erreurs que la plupart des jeunes sont en train de commettre aujourd'hui dans le monde entrepreneurial. Ce n'est pas seulement les financements. Donc, si tu donnes à un jeune Congolais les financements aujourd'hui, sur 100 jeunes, la possibilité ou le risque que 99% tombent en faillite est de moins de plus de 82%. Donc, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, s'il y a des jeunes qui nous regardent en ces moments, je vous dis, nous là, on n'a pas besoin de compter sur le gouvernement. On a besoin de nous mettre ensemble. On a besoin de savoir quels sont les outils pertinents, les indicateurs de performance qui peuvent prouver qu'aujourd'hui, si vous recevez un financement, vous pouvez les gérer, vous pouvez les mener à chef. Ça veut dire que chaque personne doit savoir faire un compte d'exploitation. Chaque personne doit savoir faire un business plan. Chaque personne doit savoir concevoir un business model. Chaque personne doit savoir la gestion de risque dans une entreprise. Chaque personne doit savoir comment lever des fonds. Parce que quand on vous donne l'argent aujourd'hui, si vous donnez à un jeune l'argent gratuitement, il va disparaître. J'en connais plusieurs qui ont reçu le financement au moment où je n'avais pas la possibilité d'accéder à un crédit bancaire, qui avaient reçu des financements, mais qui sont allés financer les anniversaires de leurs copines.
qui sont allés se marier et ils ont oublié tout ça, ils sont allés chercher du travail. Et tant que dans leur mentalité, ils ont une notion erronée qui est tributaire de l'époque coloniale, c'est que tant qu'il n'est pas dans un bureau confortable, devant un ordinateur, il n'est pas assis dans un bureau, pour lui, il n'est pas en train de travailler. Et ça, c'est une mentalité de la bureaucratie qui est une mentalité française que nous devons absolument aujourd'hui bannir avec une nouvelle génération que nous exhortons aujourd'hui de pouvoir se mettre au travail. Les difficultés sont énormes. J'en connais, je suis passé par ces difficultés. Il y a des difficultés que nous avons résolues, que nous sommes en train de rencontrer et des difficultés qui vont venir parce que l'entrepreneur n'a pas peur de difficultés. C'est face aux épreuves qui va donc découvrir jusqu'où son cerveau peut réfléchir. Parlant santé, le docteur Joseph Bangambe, médecin spécialiste en gynécologie obstétrique, sensibilise les femmes de la République démocratique du Congo au dépistage du cancer des seins à l'occasion de ces mois en cours Octobre Rose, le mois dédié à la campagne de sensibilisation du cancer des seins, dans une interview qu'il nous a accordée. Nous devons dire que le cancer du sein, c'est le cancer qui cause la mort chez beaucoup de femmes. C'est un cancer qui tue les femmes, comme je viens de dire, qui occupe aussi pas la première position et la deuxième position de cancer qui tue la femme dans le monde. Alors, le taux de survie de ce cancer est de 80% aux États-Unis, 60% en Suède, au Japon, moins de 40% en Afrique. Et chez nous, on ne connaît même pas parce qu'il n'y a pas de statistiques pour la RDC. Nous sommes au mois d'octobre. Le mois d'octobre, ça s'appelle Octobre Rose. C'est le mois de la sensibilisation de la femme à travers le monde pour connaître les facteurs de risque, pour connaître les causes et pour se protéger contre le cancer du sein. Donc nous sommes au mois d'octobre pour sensibiliser toutes les femmes à aller se faire dépister sur le cancer du sein. Le dépistage dans certaines structures est gratuit, mais dans d'autres c'est à vil prix. Mais avant d'arriver au traitement, comme je viens d'insister, maintenant que nous avions parlé de l'épidémiologie, de l'ampleur du cancer à travers le monde, il faut qu'on dise un mot sur les facteurs de risque de ce cancer. On a souvent le cancer du sein chez les femmes de plus de 50 ans, mais il y a quelques rares cas où on a aussi ce cancer chez les femmes de moins de 50 ans. On les trouve aussi, mais à un pourcentage très faible chez les hommes. Parmi aussi les facteurs favorisants, nous avons les cancers familiales du sein. Donc il y a des femmes avec antécédents de cancer du sein dans leur famille. Ce genre de femmes doivent tirer attention. Donc c'est héréditaire. C'est héréditaire et donc ces femmes doivent de temps en temps aller se faire dépister. En dehors des facteurs héréditaires, il y a des antécédents personnels du cancer du sein. Je veux dire par exemple une femme qui a fait un cancer du sein droit a plus de la malchance des années plus tard de faire un cancer du sein gauche. En dehors de ça, il y a l'aménage précoce. Je voudrais dire les femmes, les jeunes filles qui ont eu leurs règles très tôt, avant 12 ans, ou la ménopause tardive, les femmes qui ont leurs règles jusqu'à 55 ans. Donc, l'aménage précoce ou la ménopause tardive constitue un facteur de risque de développer le cancer du sein. Il y a aussi, madame, l'âge de la première grossesse chez la femme. Il y a des femmes qui attendent jusqu'au-delà de 35 ans pour tomber enceinte. Tomber enceinte au-delà de 35 ans constitue déjà aussi un facteur de risque de développer un cancer du sein. Il y a des femmes qui allaitent moins de 6 mois. Vous savez, actuellement, il est conseillé d'allaiter l'enfant le plus longtemps possible. Déjà pour la croissance de l'enfant, mais aussi pour prévenir les cancers du sein, parce que c'est un cancer hormonodépendant. Donc quand on a excès d'estrogène, on peut développer des cancers du sein.
Ça ne suffit pas, madame. Ça, ce sont des facteurs endogènes, oui. Et lorsque le diagnostic est posé, ça dépend de maison, ça dépend alors de... C'est les oncologues qui se mettent ensemble avec les gynécologues, avec les chirurgiens, avec les oncologues, ils se mettent ensemble, ils décident maintenant, ils donnent un plan pour la prise en charge. La prise en charge, soit qu'on va lever les seins, soit qu'on va donner les médicaments qu'on appelle... on va faire la chimiothérapie, donc le traitement anticancéreux, on va donner les médicaments, soit on va utiliser la radiothérapie pour détruire toutes les cellules cancéreuses. Mais alors là, c'est une maladie multisystémique et la prise en charge, ce n'est pas un seul médecin, c'est toute une équipe de médecins qui se mettent autour d'une table pour tracer le schéma de la prise en charge du cancer. Il faut aussi savoir que vous pouvez avoir 2-3 femmes qui ont le cancer du sein, mais qui ont le schéma différent, parce qu'ils n'ont pas le même type de cancer. Quand vous allez entrer en détail, ça se réserve aux médecins, vous allez vous rendre compte qu'il y a des spécificités pour chaque cancer et les traitements aussi. Mais dans la logique, on peut commencer par enlever les seins, ou on peut commencer par la radiothérapie, on peut commencer par la chimiothérapie pour enlever après, ou bien on enlève et on continue soit avec la radiothérapie ou la chimiothérapie. Parlant religion, le pasteur Autorité Kamani a organisé les dimanches derniers une soirée de prières pour la nation et des familles. C'était à l'IMCA de Matongi. David Odias signe ses reportages. Malgré la pluie, cela n'a pas empêché aux chrétiens fidèles, serviteurs, invités, ainsi que les différentes confessions religieuses de venir prier pour la nation congolaise et les familles. À cette occasion, les différents groupes musicaux ont animé la soirée par des chansons de louanges et d'adoration qui ont amené l'assemblée à la présence du Seigneur. Sous la recommandation divine que le révérend Autorité Kamani Joseph a organisé cette journée des rassemblements divins pour laisser le pays entre les mains des dieux. Comme je ne cesse de le répéter ces derniers temps, la nation ainsi que la famille sont deux cellules très importantes qui peuvent participer au bonheur d'une personne, tout comme ils peuvent aussi participer au malheur d'une personne. La nation que Dieu nous donne, la famille que Dieu nous a donnée, nous ne devons pas négliger cela. Parce que si notre nation va mal, même si tu as des immeubles, mais si on attaque notre nation, tu ne profiteras pas de tes immeubles. Tu n'iras pas travailler. Ton compte bancaire ne te servira à rien. Mais si aussi dans la famille, tu es la seule personne qui émerge au milieu d'une famille remplie de pauvres, les gens peuvent commencer à se poser des questions sur ton émergence. Et deuxièmement, ce que Dieu te donne, tu ne pourras pas devenir puissant parce que autour de toi, tes frères, tes parents, tes oncles, tes tantes seront en train de vivre une pauvreté au pire sens du mot pauvreté. À la fin, le numéro 1 de la communauté chrétienne Mahanaïm Church a rendu grâce au Seigneur. Véter. En tant que Congolais, en tant que
humain, ayant une famille aussi. La famille et la nation sont deux cellules très importantes pour que la vie d'une personne puisse décoller. Vraiment merci au peuple de Dieu et que Dieu leur bénisse. Et enfin, pour terminer, l'Église des dieux des chrétiens rachetés a organisé dans la soirée de mercredi 27 octobre un culte communautaire appelé Mercredi Miracle qui a eu pour thème Souvenance divine. Situé sur l'avenue Sayo, numéro 2385, au quartier Onel, dans la commune de Kasavubu, l'Église des dieux et des chrétiens rachetés a célébré ce mercredi 25 octobre dernier dans son siège central un culte communautaire dénommé Mercredi Miracle, qui a réuni les fidèles et serviteurs. À cet effet, la chorale de cette assemblée a agrémenté la soirée par des chansons d'adoration et louanges qui ont amené les chrétiens dans la présence du Seigneur. La souvenance divine, c'est le thème développé par le pasteur Gisley Yampompo, tiré dans les livres de Genèse, chapitre 30, verset 22, c'est référent dans la Bible. Comment Dieu s'est souvenu de Rachel, il l'exauça et il l'a rendue féconde. Quand le temps de ta souvenance divine arrive, même si les gens t'ont rejeté, tu as souffert du rejet, tu as souffert de la négligence des gens. Mais quand le temps de la souvenance de Dieu arrive, tu seras restauré. La gloire que tu as perdue sera restaurée. Je ne sais pas de qui je parle, mais il y a quelqu'un ici. Après cette nuit, la gloire que tu as perdue, tu seras restauré. Il a conclu sa prédication par des déclarations prophétiques. À la fin du culte, dans son bureau, le pasteur Gisley Yampompo a expliqué l'objectif de son message. À ce culte de mercredi miracle d'aujourd'hui, on a partagé le thème qui a été d'ailleurs le thème du mois, et la souvenance divine ou le souvenir de Dieu. Comment Dieu peut se souvenir de son peuple. Et ce soir particulièrement, le thème c'était « Ô Seigneur, souviens-toi de moi ». Alors là, nous avons exploré ce thème parce que c'est une phrase qu'on retrouve au moins dans la Bible 87 fois, là où Dieu se souvient d'eux. Dieu se souvient de son peuple, Dieu se souvient de Sarah, Dieu se souvient de Anna, Dieu se souvient de Rachel. Est-ce que ça veut dire que Dieu oublie? Non, Dieu n'oublie pas. La réponse est claire, Dieu n'oublie jamais. Il est omniscient, il connaît toutes choses. Il connaît la fin d'une chose même avant son commencement. Mais c'est une expression qui est retrouvée dans la parole de Dieu, mais qui veut seulement dire que Dieu revient sur ce cas-là. Dieu revisite encore la personne. Dieu porte attention encore sur cette personne. Donc le mot ou la phrase qu'on a utilisée, que Dieu se souvient d'eux.
Et chaque fois que Dieu se souvient de quelqu'un, selon la Bible, il y a toujours quelque chose qui se passe. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.